Du piment, n'est-ce pas? N'ayez pas peur de pimenter. Suivons les conseils de Colette elle-même et démarrons notre voyage au Moulin Rouge. Le 3 janvier 1907, la célèbre romancière s'y produit à demi nue. Elle joue une momie et déclenche un scandale en embrassant un archéologue. Ils s'embrassent langoureusement à la fin, devant un public qui est ébahi. Pourquoi? Parce qu'en fait, on découvre que l'archéologue est une femme. Et cette femme, ce n'est pas n'importe qui, c'est Missy. La nièce de Napoléon III, sur scène, la compagne de Colette. Colette s'est mariée 3 fois, elle a divorcé 2 fois. C'est une femme libre, elle a eu des relations avec des femmes. Et je pense que dans cette liberté, elle avait une grande sensibilité, une grande sensualité. Un scandale. Le préfet de police interdit la pièce. Mais peu importe. L'auteur a 34 ans, sa réputation d'écrivain respectable est derrière elle. Elle joue même seins nus. Qui est Colette? Et d'où vient-elle? Vous ne nous avez encore jamais dit où vous étiez né et quand. Où je suis née? Ma foi, j'ai bien envie de vous conseiller de prendre simplement le Gros Larousse. Et ce serait amplement suffisant. Elle joue avec nous les mystérieuses, mais son accent bourguignon la trahit. Colette est née ici, à Saint-Sauveur-en-Puisé, dans l'Yonne. Et c'est sa mère, anticonformiste, qui lui enseigne l'audace et l'impertinence. Alors vous avez découvert au Moulin Rouge une Colette très parisienne, dans un lieu hautement parisien, sous les feux de la rampe. Là, vous allez découvrir Gabrielle, la petite Gabrielle Colette, la fille de Sido, qui naît dans cette maison le 28 janvier 1873, dans une famille pas tout à fait comme les autres. Ben, venez, on va visiter le décor d'enfance de Colette. Sur les traces de la romancière, nous suivons l'un de ses amoureux, Frédéric Maget, biographe intarissable. C'est-à-dire de sa mère, et là, cette philosophie du vivant, cette indépendance d'esprit. Il est même venu vivre dans la région. Tout à fait hors norme. Je suis tombé amoureux de Colette, comme on tombe en amour, c'est-à-dire sans le prévoir. J'étais adolescent, j'avais 13 ans. Et depuis, il rénove, rassemble des objets anciens en suivant scrupuleusement les descriptions que Colette a laissées dans ses romans. On le voit, c'est un espace très sommaire. Colette parle de sa tanière, parfois même de sa caverne. Il n'y a pas beaucoup d'ameublement ici. Un petit lit bateau, un gros édondon rouge, une table de chevet, une chaufferette. Et à force de la citer, on dirait qu'il devient la petite Colette. J'ouvrais la porte centrale de la bibliothèque à 2 corps en acajou qui venait taper contre le secrétaire en noyer. Dans le recoin formé par les 2 meubles, je créais une cachette et je m'asseyais sur un petit banc de pied. De là, la petite observe son père, penché sur son bureau à longueur de journée. Que peut-il bien écrire? Ce n'est qu'à sa mort qu'elle découvre son œuvre. Les enfants attrapent chacun des volumes, les ouvrent, des milliers de pages blanches, l'œuvre imaginaire de mon père. Peut-être si elle a noirci autant de pages, c'est peut-être pour venger l'impuissance littéraire de son père. Peut-être aussi pour immortaliser ses souvenirs de ce village, de cette maison que la famille ruinée doit quitter. Son école primaire sera le théâtre de sa première œuvre publiée en 1900. Une salle de classe est restée telle qu'elle. Bonjour madame. Bonjour. C'est le décor de son premier roman, de Claudine à l'école. Elle va mettre en scène des personnages qu'elle a connus ici, toutes ses camarades de classe, dont elle va dire des choses plutôt déplaisantes. Les vrais habitants de Saint-Sauveur deviennent ses personnages. Et naît la série des Claudines. Les aventures d'une adolescente dévergondée, aux tendresses équivoques, qui dynamite les codes du roman de jeunesse. Elle va faire de Saint-Sauveur un royaume au cœur de ce roman, mais le royaume du libertinage, de la corruption, de l'hypocrisie. Elle va, par exemple, montrer la directrice d'école en plein débat avec son adjointeux. Donc le scandale est retentissant. Il faut imaginer que c'est un peu comme si, tout à coup, un corbeau s'était mis à jeter sur la place du village, pêle-mêle, le vrai et l'impensable, sans qu'on puisse démêler le vrai du faux. Le succès littéraire est immense,
Et le village ne l'a jamais vraiment pardonné à Colette. À la fin des années 90, j'ai le souvenir de personnes très âgées qui répondaient à des touristes qui cherchaient leur chemin pour aller au musée, le musée de cette putain avec ce qu'elle nous a fait. Ça, je l'ai entendu. Aujourd'hui, sur la place de Saint-Sauveur, le bouquiniste s'en amuse encore. Oui, ça c'est son premier. Ça c'est Claudine à l'école, c'est son premier livre. Le best-seller. Il nous lit un passage sur 2 petites filles. Un peu scandale. Lâche, naturellement perverse, égoïste et si dénuée de tout sens moral que c'en est amusant à regarder. C'est pas mal non plus, ça. Donc c'est émaillé de choses comme ça, hein, Claudine à l'école. De quoi vexer celles qui s'y sont reconnues à l'époque. Maintenant c'est fini. Les gens de 70, 80 ans, ils pensent pas du tout la même chose. Colette a amené ici, vraiment beaucoup de choses, quoi. Saint-Sauveur est devenu un village qui vit. 5 restaurants ont ouvert depuis l'inauguration de la maison de Colette, dont celui d'Emmanuel et Myriam, inspiré par la romancière. Elle disait ses vérités, donc forcément ça gêne. Surtout, comme dit Manu, dans un village où on est vraiment en promiscuité. C'est quelqu'un qui a franchi des limites, hein, pour l'époque, qui n'était pas franchissable pour une femme. Et puis qui peut être un modèle aussi pour les femmes aujourd'hui, et notamment en zone rurale. Moi, je tiens beaucoup à la zone rurale. Dans la campagne bourguignonne, plane donc l'héritage de Colette, qui donne aux femmes puissance et ambition. Il y a d'autres vignerons qui sont dans la région, mais là, vraiment, sur ces coteaux-là, je suis toute seule. En voilà une autre qui fait un métier réputé d'homme, viticultrice, et qui s'est donné un projet fou. Replanter la vigne ravagée par le phylloxéra à la fin du 19e siècle, à partir d'archives. Donc ça, c'est l'étude reconstitution du Mémotrénie. Et tu vois Monsieur Potier, professeur spécial d'agriculture à Saint-Sauveur. C'est quand même assez génial. En 1897. Et là, elle raconte, incroyable, tout entière à l'est, cette côte à pente rapide donnait des vins d'excellente réputation. Mais quand on lui demande si c'est le vin de l'époque de Colette... Moi, je fais le vin de mon temps, en fait, parce que on reste viticulteur, donc on est soumis aux aléas climatiques, à la météo. On ne peut pas faire quelque chose d'hors sol en essayant de reproduire soit le même vin chaque année, soit le vin d'il y a 200 ans. Ça marche pas. Les années passent. Colette publie 60 ouvrages avec une liberté de ton irrésistible. Il regardait la plate et gracieuse fille qui descendait à cette heure vers la mer. Il n'avait pas plus l'envie de la caresser que de la battre, mais il la voulait confiante, promise à lui seul, et disponible comme ses trésors dont il rougissait. Revenons à Paris, et plus précisément chez Colette, au Palais Royal. L'épicurienne nous donne rendez-vous à sa place, près de la fenêtre, sur la banquette rouge de son restaurant préféré, le Grand Véfour. Elle aimait les viandes en sauce, les bourguignons. Elle avait une affection particulière pour l'ail. Et souvent, il y avait des discussions sur le nombre de gousses d'ail, de têtes d'ail qu'on devait mettre notamment dans le lièvre à la royale. Le chef Guy Martin a choisi de renoncer à ses 3 étoiles au Michelin au profit d'une cuisine plus populaire. Un choix qui n'aurait pas déplu à sa voisine du dessus. Voilà, donc elle habitait à côté vraiment du Grand Véfour. Et à la fin de sa vie, comme vous le savez, Colette avait des difficultés à se déplacer. Et Raymond Oliver, par amitié, lui faisait des bons plats. Colette, à l'aide d'un panier et d'une corde, descendait ce panier. Raymond Oliver le chargeait de belles victuailles. Colette leur remontait et dégustait les plats du Grand Véfour. Dans son appartement, dont les fenêtres donnent sur le Palais Royal, Colette fêtait son 80e anniversaire. Et sur les murs de la chambre, où la maladie la tient immobile, Colette peut retrouver tous ses souvenirs d'une vie extraordinaire. Pour entrer au Palais Royal en 2023, il faut demander l'autorisation à un personnage haut en couleur, l'administrateur des lieux. Avec lui, nous entrons dans les jardins. Depuis 2019, cette allée du Palais Royal porte le nom d'allée Colette. Et vous avez ces plaques qui ponctuent le cheminement sur l'allée Colette. L'auteur des Claudines, de La Vagabonde, de Sido,
Chérie, le blé en herbe, devient membre de l'Académie Goncourt. Madame Colette a enfin gagné le respect du milieu littéraire et celui du gouvernement. Elle est si liée au Palais Royal que lorsqu'elle décède en août 1954, elle reçoit des obsèques nationales ici dans la cour d'honneur du Palais Royal. Il y a des photos merveilleuses de petites filles se recueillant devant la dépouille de Colette pour tout ce qu'elle a apporté aux femmes. Colette, grand officier de la Légion d'honneur, s'est éteinte à 81 ans. Et devant le catafalque dressé dans la cour d'honneur du Palais Royal, c'est Paris tout entier, le Paris populaire comme le Paris des lettres, qui est venu lui dire adieu. Et merci d'avoir été un exemple de femme libre et inspirante pour ses lecteurs et surtout ses lectrices.